Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères iranien venait à Paris afin de rencontrer son homologue français, Jean-Noël Barrot. Une rencontre significative que nous explique aujourd'hui le juriste Ardavan Amir Aslani, que je reçois ce matin pour décrypter la relation franco-iranienne, mais également certains points abordés comme le nucléaire ou le cas des ressortissants français. Monsieur Amir Aslani, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, suite à la visite du ministre des Affaires étrangères iranien à Paris ce mercredi, on va parler ensemble de la relation franco-iranienne, ainsi que de certains points abordés pendant cette rencontre, donc comme le nucléaire par exemple, ou le débat autour des ressortissants français bloqués en Iran. On va recontextualiser un petit peu tout ça ensemble. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit point récapitulatif sur la relation franco-iranienne? Est-ce qu'elle est plutôt bonne, mauvaise, et expliquer un peu pourquoi? Malheureusement, les relations entre la France et l'Iran sont particulièrement mauvaises. Ce d'autant que c'est la France qui avait pris l'initiative de soumettre le dossier iranien sur le bureau du Conseil de sécurité en vue d'un snap. Et l'anglicisme réfère en fait à la retransposition des sanctions internationales sur l'Iran pour non-respect par l'Iran de ses engagements et de l'accord nucléaire. Les Iraniens l'ont particulièrement mal vécu parce que, après s'être fait bombarder illégalement par les Américains, après avoir respecté les termes de l'accord nucléaire pendant des années, après le retrait américain en mai 2018, se voir reprocher le non-respect traduit devant le Conseil de sécurité et se voir imposer de nouveau les sanctions onusiennes, les sanctions internationales, ils l'ont trouvé un peu fort de café. Donc les relations ne sont pas excellentes. D'ailleurs, le nombre d'arrestations effectuées en Iran de ressortissants français traduit justement ce malaise. Et la France d'ailleurs agit de même, puisque la France a également arrêté une ressortissante iranienne qui a été emprisonnée en vue de son passage devant les tribunaux en janvier 2026. On va revenir un peu après sur justement ces ressortissants français et ces arrestations. Mais cette visite à Paris, qu'est-ce qu'elle révèle un peu sur l'état réel des relations diplomatiques entre la France et l'Iran en 2025? Si vous voulez, il fut un temps où la France jouait le rôle d'un honnête courtier. Entre les puissances russes et américaines, la France avait une voix à porter. Aujourd'hui, la France n'assume plus ce rôle de par le recul de la diplomatie française à l'échelle internationale. Les Iraniens comptaient d'ailleurs sur la France pour que ce snapback, ce réimposition de sanctions internationales de nouveau sur l'Iran, soit empêché par la France, de manière à ce que le dialogue puisse continuer. Mais ils ont vu que le contraire s'est passé. Je crois qu'à travers cette visite, la France essaie de véhiculer l'idée auprès des Iraniens que malgré le snapback, malgré la rétransposition de sanctions, la France est toujours un acteur majeur poussant vers un dialogue pour que l'Iran puisse retrouver sa juste place dans le concert des nations et que la question nucléaire se règle par la voie diplomatique. Donc l'espoir des Français, c'est de se repositionner au centre du débat diplomatique. Et l'espoir de l'Iran, c'est de relancer les relations franco-iraniennes de manière à ce que la France puisse effectivement assumer un peu de sa responsabilité dans le retour de l'Iran dans le concert des nations. C'est comme vous le savez, là, jusqu'à maintenant, c'est cette politique de mur de l'opposition face à l'Iran n'a réglé aucun sujet, n'a pas réglé la question nucléaire, n'a pas réglé, si j'ose dire, les conflits dans la région. Au contraire, a poussé vers l'escalade. On l'a vu avec la guerre d'Israël menée pendant 12 jours contre l'Iran, qui a entraîné 1200 morts de civils iraniens. Ensuite, on l'a vu avec les bombardements des sites nucléaires iraniens à Natanz et Fordo par l'aviation américaine. Tout cela au mépris du droit international, bien entendu. Donc, les Iraniens, si vous voulez, voient d'un mauvais œil la revendication du droit international par le Conseil de sécurité, alors qu'en face, il y a moult occasions de le rappeler aux autres, chose que la France n'a jamais fait. La question du nucléaire aussi, le nucléaire iranien devait être abordé pendant cette rencontre. En quoi justement l'attitude française sur ce sujet peut avoir une influence, qu'elle soit positive ou négative?
peut avoir une influence. Pas l'influence qu'elle aurait pu avoir sous le général de Gaulle, mais elle peut avoir quand même un début d'influence. Vous savez, aujourd'hui, le dialogue entre l'Iran et les États-Unis est rompu. Alors, ils sont censés, si vous voulez, se parler à Oman régulièrement, mais je doute fort de l'efficacité de ces rencontres et des espoirs d'avancée que ces rencontres peuvent me faire miroiter. Il n'y a plus de dialogue avec la France et les pays européens depuis la guerre des 12 jours et le bombardement de la cité iranienne. Rappelez-vous, l'affaire est importante, et le manque de confiance des Iraniens en la France. Le ministre des Affaires étrangères, le même qui est venu à Paris hier, vient en Europe pour négocier avec les ministres français, allemands et anglais, et le même moment, les Américains bombardent l'Iran. Ce qui traduit à quel point la diplomatie européenne n'est même pas consultée par les Américains, qui se comportent de manière autonome, sans le moindre égard pour les pays de l'Union européenne. Pareil, les Américains discutaient avec les Iraniens, avec une date prévue toujours à Oman entre le ministre iranien et le représentant spécial américain, M. Witkoff. La guerre de 12 jours a commencé. Donc il y a un besoin de création de confiance entre les parties. Et cette visite partit de la sorte. Ça fait déjà très longtemps qu'une visite d'un ministre de l'étranger iranien n'a pas eu lieu à Paris. Donc en soi, c'est un événement. Je crois que cette affaire-là porte aussi bien sur la question nucléaire, comment faire pour relancer le dialogue. Et la France peut jouer l'interface entre l'Iran et les États-Unis pour la chose, mais également comment faire pour régler la question des prisonniers de part et d'autre. Comme vous le savez, il y a 2 prisonniers français qui sont aujourd'hui assignés à domicile à la résidence de l'ambassadeur à Téhéran. Et pareil, il y a une ressortissante iranienne qui est assignée à résidence à l'ambassade d'Iran à Paris. Et comment va-t-on faire? Tous les jours, on reproche aux Iraniens de ne pas libérer les prisonniers français. Les Iraniens reprochent de la même chose à la France, parce qu'il ne faut pas se leurrer, malgré, si vous voulez, les apparences de justice, de bon ordre qu'on essaie de véhiculer en France, il s'agit d'un changement d'otage, puisque la ressortissante iranienne qui avait été arrêtée a été privée d'accès consulaire, privée d'accès à un avocat, c'est un avocat qui vous le dit, a été emprisonnée, soi-disant, pour des faits d'allégué soutien au terrorisme, alors que je crois qu'elle a partagé quelques message condamnant les actions d'Israël à Gaza, et les 75 000 morts que l'on connaît, et le reproche de génocide qu'un comité international adresse à Tel Aviv. Mais quoi qu'il en soit, on dit aux Iraniens, pourquoi vous ne libérez pas? Vous n'autorisez pas les 2 prisonniers français de quitter le pays, et vous les avez assignés à la résidence de l'ambassadeur de France, parce que les Iraniens attendent une réciprocité. Comme dans l'esprit des Iraniens, et à juste titre, il s'agit d'un échange d'otages, si vous voulez, les Iraniens ne peuvent pas libérer les 2 prisonniers français et attendre que la prisonnière iranienne soit libérée. Donc la France, voulant maintenir, si vous voulez, la notion d'un état de droit, dit que oui, aucune libération n'est possible avant que la justice ait eu l'occasion de se prononcer. Et ça n'arrivera que vers mi-janvier, autant que je le sache. Cela signifie que techniquement, ils se sont bloqués dans le temps et que la personne concernée doit rester à l'ambassade d'Iran à Paris, dans l'attente que le procès ait lieu. Et le procès va avoir lieu, et vous et moi, on connaît l'issue, qui est d'une clarté limpide. Elle sera affranchie de toute accusation, et elle va rentrer en Iran, et dans le même avion, les 2 Français vont rentrer à Paris. Donc vous parlez concrètement d'un échange, mais est-ce que vous pouvez juridiquement et politiquement nous expliquer un peu la nature de cette situation? Si vous voulez, la situation ne connaît pas tellement de dimensions juridiques, si je veux dire, puisque l'Iran a procédé à l'arrestation de 2 ressortissants français sous des allégations d'espionnage. Et la France a fait pareil avec une ressortissante iranienne, l'accusant d'être un agent d'influence iranien. C'est ça la base de l'accusation. Les Iraniens ont utilisé, si vous voulez, le droit iranien qui autorise expressément la justice à procéder à la libération des prisonniers étrangers dès lors que c'est dans le cadre d'un échange de prisonniers et que c'est dans l'intérêt national iranien. D'ailleurs, une telle libération n'est possible que dès lors que le Conseil de la sécurité nationale s'est prononcé. Et effectivement, il s'est prononcé en autorisant la chose. D'où la sortie de prison, après 3 années quand même, de ces 2 prisonniers français et leur assignation à domicile à la résidence de France à Téhéran. Les Iraniens demandent la même chose.
Mais la France veut maintenir, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué, une apparence de légalité, d'où la nécessité de traduire la résolution iranienne en justice en mois de janvier. Donc, on s'est auto-bloqué sur la date de la libération, tout en reprochant aux Iraniens, pourquoi vous ne libérez pas les deux prisonniers français? Ben, les Iraniens, ben, on attend, conformément à nos accords, que vous libériez la ressortissante iranienne. Et comme la France s'est bloquée en disant qu'il fallait une décision de justice, ben, on attend la décision de justice qui, je le répète, comme vous savez que je le sais, va innocenter la personne et va l'autoriser à quitter le territoire dans la journée. C'est ce qui va se passer. Mais on maintient la surprise et le mythe d'un état de droit en la matière. Oui, justement, dans quelle mesure, en fait, cette rencontre qui a eu lieu peut réellement contribuer à débloquer la situation de ces Français? Est-ce qu'une simple visite officielle peut suffire à obtenir une levée d'interdiction ou un Non, changement non, plus juridiquement, rapide? c'est pas possible. Mm. Juridiquement, c'est pas possible. Si vous voulez, dès lors que la personne est traduite devant la justice, il faut qu'il y ait une décision de justice. Vous voyez, donc on est bloqué aujourd'hui dans l'attente de cette décision. Mais ce qui est, si vous voulez, comme il s'agit d'un échange de fait de prisonniers, incontesté, incontestable, négocié comme tel, vouloir présenter la chose comme étant une histoire de décision de justice qui aurait affranchi cette résolution iranienne de toute accusation est un peu, à mon sens, ridicule. Et est-ce que vous pensez que l'Iran peut utiliser justement cette rétention de ressortissants étrangers, mais comme la France, du coup, finalement, puisqu'on parle d'un échange, comme un levier diplomatique ou un outil de pression aussi dans certaines négociations internationales? L'Iran s'est fait une spécialité, si j'ose dire, d'arrêter des ressortissants étrangers, souvent des binationaux d'ailleurs, afin de les utiliser comme monnaie d'échange avec ses partenaires, entre guillemets, étrangers. Et donc, c'est pour ça que derrière le Quai d'Orsay ne recommande pas aux ressortissants français de se déplacer en Iran. Les Iraniens considèrent que les personnes arrêtées ont effectivement commis des actes que la loi iranienne interdit. Les pays dont ces ressortissants sont les nationaux prétendent le contraire. Mais j'ai vu, si vous voulez, dans cette affaire de l'Iranienne arrêtée à Paris, connaissant un peu la procédure pénale en France pour avoir exercé la profession d'avocat depuis 3 décennies, je peux vous dire que je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un dossier où quelqu'un qui est poursuivi pénalement est privé d'accès à l'avocat et à la représentation consulaire. Ça, c'est une nouveauté. Donc la France, en fait, a voulu délibérément montrer à l'Iran que des prises d'otages, la France sait en faire aussi. Mm. Ce qui, quelque part, prive la France de l'autorité morale d'accuser de la sorte l'Iran ou d'autres pays qui commettent des actes pareils, puisque vous le faites vous-même. Ce serait des Iraniens. Eh bien, pour terminer un petit peu ce débriefing de cet entretien, est-ce que cette visite peut ouvrir la voie aussi à un mécanisme plus structuré entre Paris et Téhéran pour aussi éviter que d'autres Français se retrouvent peut-être dans des situations similaires? Je pense que ça, c'est une telle chose n'est pas possible parce qu'on ne peut pas s'engager pour des faits inconnus qui ne se sont pas encore produits. Mais c'est quand même une visite très importante. Je crois que ça fait des mois, sinon des années, qu'une visite iranienne de ce niveau-là n'a pas eu lieu à Paris. Donc, l'arrivée de ce ministre qui n'est pas n'importe qui, si vous voulez, parce qu'il était l'un des négociateurs les plus importants de l'accord sur le nucléaire de 2015. Donc, il connaît aussi bien les Américains que les Français intimement pour avoir participé pendant des années à ces négociations. Donc, c'est quelqu'un qui est d'une certaine autorité morale, d'une certaine proximité avec les centres de pouvoir en Iran qui vient. Il est certainement porteur d'un message de la part du guide, de la part du président de la République iranienne, et puis d'autres centres de pouvoir en Iran. Donc, la visite, de par son existence même, a l'avantage de bouger, si j'ose dire, l'échiquier. Mais jusqu'à où et jusqu'à quand, on ne sait pas, mais en tout cas, cette visite a eu lieu, qui est une première, et il va y avoir des choses positives qui vont s'annoncer. Parce que si vous voulez ne pas aboutir à un accord, il ne sera pas déplacé. Donc quelque chose va se passer. Et je pense que cette visite est un préalable. Au même titre que les initiatives prises à Téhéran, par exemple, par rapport à la Convention internationale contre le financement du terrorisme que les Iraniens ont approuvé pour la première fois, qui est un préalable, si vous voulez, à l'adhésion de l'Iran au sein du GAFI et de la sortie de l'Iran de la liste noire. Ça, c'est ce qui est le GAFI, c'est un peu le contrôleur de l'arbitre sur les questions de financement du terrorisme et de l'argent illicite et l'argent noir et l'argent sale.
Donc, l'Iran souhaite faire quelque chose. La libération des prisonniers français. Ce couple-là qui est encore en Iran est uniquement bloqué à Téhéran parce que cette Iranienne à Paris n'est pas libérée. S'il était libéré demain, il peut rentrer à Paris dans le même avion de retour. L'Iran a approuvé cette convention internationale contre le financement du terrorisme. C'est important. Et le ministre iranien est arrivé à Paris. Donc, on voit, si vous voulez, des signaux d'une certaine volonté iranienne de s'entendre avec l'Occident. Et le ministre iranien arrivé à Paris, faute, si vous voulez, de capacité de bouger les Américains, qui franchement ne s'intéressent plus à la question iranienne, est obligé de trouver un interlocuteur en Europe. Et le seul interlocuteur que nous avons au sein de l'Union européenne, qui est quand même une puissance nucléaire, la France, qui a quand même la principale armée sur le continent, parmi les pays membres de l'Union européenne, c'est la France, est le seul pays qui siège au Conseil de sécurité avec un droit de veto. Donc les Iraniens ont choisi l'élément le plus important, après les États-Unis, qui dans leur esprit étaient capables de créer le déclic nécessaire pour le renouveau d'un dialogue. Parce qu'ils espèrent plus que ça. Ils espèrent plus qu'une rencontre ministérielle. Ils espèrent un accord sur le nucléaire et une entente avec les Américains. Et ils ont besoin, si vous voulez, d'appui à l'étranger. Et cet appui, la France a su le saisir. Et je pense que la volonté de la France aujourd'hui, c'est de dire aux Iraniens, malgré le fait qu'on ait voté le snapback, la transposition nouvelle des sanctions sur l'Iran, ça ne veut pas dire qu'on a atteint la fin du dialogue, et que tout le contraire, on est à vos côtés pour vous permettre d'avancer dans le cadre de vos négociations pour que l'Iran puisse sortir de son isolement. Et justement, si ces relations reprennent forme, si l'Iran renoue avec l'Occident et avec la France, on a parlé des bienfaits que ça peut avoir pour l'Iran. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi à la France? Si vous voulez, si l'Iran devait demain retrouver sa juste place dans le concert des nations, ça serait, comme les Américains, un game changer. C'est-à-dire, ce serait une donne tellement fondamentale que les relations internationales à l'échelle planétaire vont en être impactées. Sur l'Iran, c'est un pays de presque 90 millions d'habitants, qui est une puissance nucléaire civile au moins, qui est une puissance satellitaire, qui est un pays industrialisé, qui est un pays qui a un niveau d'éducation supérieur par rapport à la moyenne haute même de la France, si vous voulez, et qui représente les principales réserves gazières au monde, X fois devant le Qatar, quasiment à parité avec la Russie, troisième réserve pétrolière troisième réserve pétrolière prouvée au monde. Donc le pays, si vous voulez, est un pays important. En plus, la puissance géopolitique de l'Iran dans la région, même si cette puissance a été fragilisée à travers des actions de l'État d'Israël, la réalité, c'est que l'Iran compte encore chez les Houthis, au Liban, en Irak. Donc l'Iran pèse. Et le retour de l'Iran, si vous voulez, va bouleverser la donne au Moyen-Orient. Parce que vous n'avez pas aujourd'hui les pays légitimes de grande taille qui ont la parole dans la région. Vous avez des États microscopiques comme le Qatar ou d'autres pétromonarchies arabes du Golfe Persique qui ont monopolisé la parole, alors qu'il y a des pays aussi majeurs que l'Iran ou des pays aussi importants que l'Irak n'ont plus droit à la parole parce qu'ils sont passés par une période particulièrement délicate. Le retour de l'Iran va changer la donne. C'est-à-dire que ce sera une modification révolutionnaire des rapports de force. Totalement révolutionnaire. Et je pense que son impact ira au-delà du Moyen-Orient. Comme vous le savez, l'Iran soutient la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine. La Chine compte sur l'Iran sur l'approvisionnement pétrolier. Vous imaginez si l'Iran devait basculer dans le camp occidental ou avoir des relations apaisées avec l'Occident, tout ce que cela aurait comme conséquence pour la Russie, pour la Chine, pour le Moyen-Orient, pour la question de l'islam. Le monde va changer. Eh bien, Monsieur Amir Aslani, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous libère et on espère vous revoir prochainement sur Omerta. Merci, madame. Au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. À lundi!